Bien, bonjour et bienvenue à ce cycle de conférences sur les services secrets. Et surtout, merci d'avoir bravé le coronavirus, hein. Vous n'êtes pas aussi nombreux que nous l'espérions, mais la table ronde va être de très bonne qualité vu les trois invités que nous avons aujourd'hui. Alors, on va parler de non-prolifération, de lutte contre la prolifération. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, la lutte contre la prolifération est fragilisée, voire attaquée. L'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, qui avait été conclu en juillet 2015, après de très longues et laborieuses négociations, est en train de s'effriter complètement suite au retrait américain de Donald Trump et aux violations successives de l'Iran. La Corée du Nord est aujourd'hui officiellement un pays doté de l'arme nucléaire, c'est-à-dire que l'initiative de Donald Trump de la faire rentrer dans le rang et de la désarmer a pour l'instant complètement échoué. Au Moyen-Orient, les pays sunnites observent à la loupe les avancées du programme nucléaire iranien et le moment où il repartira, s'il repart comme on peut le craindre. Et ces pays, ce sont l'Égypte, la Turquie et l'Arabie saoudite. Dans le monde entier aussi, parmi les pays qui sont dotés de l'arme nucléaire, certains modernisent leur doctrine nucléaire, augmentent leur arsenal, voire, comme l'a dit Poutine, menacent d'utiliser l'arme nucléaire. C'est ce qu'il avait fait en disant qu'il aurait défendu l'annexion de la Crimée si l'Occident avait essayé de s'y opposer. Le TNP, qui est le traité sur la non-prolifération, dont la conférence d'examen est prévue le mois prochain, est complètement et directement menacé aujourd'hui indirectement menacé par un nouveau texte qui vise l'interdiction totale des armes nucléaires, qui a été signé en 2017 par 122 pays à New York à l'ONU, mais qui a été boycotté par les puissances nucléaires, dont la France, et par les pays de l'OTAN. Dans le même temps, toute l'architecture de sécurité, du contrôle des armements en Europe est remise en question et menacée aujourd'hui. D'abord avec la dénonciation du traité russo-américain sur les armes nucléaires à portée intermédiaire, le FNI, et la menace de Washington de ne pas renouveler le traité New START sur les armements stratégiques nucléaires qui expire en 2021. Il y a beaucoup de problèmes sur la table, il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup de fragilités. On va se demander aujourd'hui comment on peut faire pour lutter contre la prolifération nucléaire. Alors on a trois invités. Bruno Feignet, bonjour. Vous êtes directeur du programme Matière et non-prolifération à la direction des applications militaires du CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Emmanuel Maître, bonjour. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Et David Bertolotti, vous êtes directeur des affaires stratégiques au ministère des Affaires étrangères. Alors, je vais vous demander à tous les trois de faire un exposé liminaire d'une dizaine de minutes. Je vais commencer par vous, Emmanuel Maître. Vous allez nous présenter plutôt le contexte général et géopolitique. Oui, merci beaucoup. Merci à tous et félicitations à la Cité des sciences et de l'industrie pour vraiment cette exposition extrêmement riche et intéressante et qui a l'intérêt pour nous de mettre cette question de la prolifération sur le devant de la scène. Alors, je vais commencer cette petite introduction de manière très classique en rappelant la prédiction qui est faite en 1960 par le président Kennedy, qui estime que d'ici à la fin de son mandat, donc en 64, 10, 15 ou même 20 nations supplémentaires seront devenues des puissances nucléaires. Et il pointe en particulier le cas de la Chine communiste, ce qui est vraiment perçu comme quelque chose d'extrêmement dangereux et terrorise un petit peu les Américains à l'époque. À cette période, donc aux États-Unis, les spécialistes des questions stratégiques vont commencer à s'interroger, des interrogations d'ailleurs qui ont vraiment une longue vie, sur une question fondamentale. Est-ce que le fait que de nouvelles puissances deviennent nucléaires, est-ce que le fait que de nouveaux pays acquièrent l'arme nucléaire, c'est quelque chose qui est souhaitable ou extrêmement dangereux? Évidemment, avec Hiroshima et Nagasaki, on sait que les armes nucléaires peuvent avoir des conséquences épouvantables. Quand l'URSS s'est dotée d'armes
thermonucléaire, ça a vraiment créé une forme de traumatisme aux États-Unis. Mais justement, du fait du caractère apocalyptique des armes nucléaires, se construit des théories de la dissuasion à cette période-là. Et on a l'idée que ces armes peuvent empêcher l'apparition d'un nouveau conflit mondial. D'ailleurs, ces théories de la dissuasion, elles sont encore largement considérées aujourd'hui par les pays qui disposent d'armes nucléaires. Alors dans ce cadre-là, donc il y a vraiment cette question, est-ce qu'il faut essayer d'empêcher de nouvelles puissances d'acquérir l'arme nucléaire, ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui pourrait être normal ou même positif? La réponse qui va s'imposer assez rapidement, même si elle n'est pas d'ailleurs consensuelle ni dans la théorie ni dans la pratique, c'est que plus il y a d'États nucléaires, plus le jeu devient dangereux, plus le risque d'affrontement et évidemment d'utilisation de ces armes augmente. Et donc, cette analyse, ce pari de la dangerosité de la prolifération va lancer le début des politiques de non-prolifération, donc visant à empêcher de nouveaux États de développer des capacités nucléaires militaires. Alors, il y a plusieurs stratagèmes qui vont être utilisés et qui sont toujours utilisés dans cet objectif. Le premier, je vais présenter une carte donc, de ce fameux traité, le traité de non-prolifération, donc, qui est négocié dans les années 60, qui est signé en 1968. Donc, traité de non-prolifération de 1968, il interdit deux choses très simples. D'une part, pour les États qui disposent déjà de capacités nucléaires militaires, il interdit d'aider, d'assister ou de transférer des armes nucléaires dans un autre État non doté. Et puis, pour les États non dotés, il leur interdit de se lancer dans un programme nucléaire militaire. Alors, à l'époque, on s'arrête sur une liste de 5 États dotés, donc qui sont en rouge sur la carte. Ce sont les pays qui ont fait exploser une arme nucléaire avant le 1er janvier 1967. Ces États, donc les États-Unis, dans l'ordre d'apparition de leur programme, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Sous la pression des États non dotés, donc qui acceptent de renoncer de manière dans la durée à un programme nucléaire militaire, deux articles intéressants vont s'ajouter à ce traité de non-prolifération. L'un va engager les États dotés à favoriser les coopérations en matière d'utilisation du nucléaire civil. Et puis, un autre article intéressant, c'est l'article 6, qui va engager les États dotés à négocier en vue d'un arrêt de la course aux armements et dans l'objectif d'un désarmement général et complet. Alors, le traité de non-prolifération va être confié, entre guillemets, dans sa vérification à l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui a pour objectif de s'assurer que les programmes nucléaires civils qui vont se développer à partir de ce moment-là ont bien un caractère pacifique. Le TNP, il va gagner en légitimité pendant la guerre froide. Il va vraiment donner une force à cette norme de non-prolifération, puisque comme on peut le voir, la très grande majorité des États vont se rallier à ce traité, et évidemment avec le statut d'État non doté, ce sont tous ceux qui sont en rouge plus clair. Donc les États signataires progressent. On peut voir là la carte avec le nombre d'États signataires. On aboutit aujourd'hui à ce que seulement quelques États soient absents. On le voyait aussi. Non, on ne le voit plus. C'est pas grave. Il manque aujourd'hui donc l'Inde, le Pakistan, Israël, le Soudan du Sud et puis le cas de la Corée du Nord qui s'est retiré du traité. Néanmoins, donc, ce traité ne parvient pas à résoudre toutes les problématiques de prolifération. D'abord, donc, comme je le dis, il y a des États qui restent en dehors du régime, et c'est des États qui, justement, ont des programmes nucléaires militaires, que ce soit en Asie, que ce soit Israël ou l'Afrique du Sud jusqu'en 1994. D'autres vont sortir du traité, le cas de la Corée du Nord. Et puis, bien sûr, des États sont partis du traité en tant qu'États non dotés, mais ne respectent pas leurs engagements, et on a un certain nombre d'activités proliférantes qui vont être notées, notamment dans les années 90, en Irak, Syrie, Libye, puis en Iran. Et donc, c'est évidemment le sujet de l'exposition à la Cité des Sciences qui met en scène un cas fictif, bien sûr, de prolifération. Alors, dans ce contexte, une partie de la communauté internationale va essayer de renforcer ses outils pour détecter et traiter ces cas de violation du régime de non-prolifération.
Alors, un des moyens de le faire, ça va être d'être davantage circonspect, notamment dans les transferts de technologies civiles, dans l'assistance, la vente de technologies ou de matières nucléaires pour des programmes civils, en exigeant plus de garanties. Et les États qui fournissent ces technologies vont notamment s'associer dans des groupes, le groupe des fournisseurs nucléaires, pour essayer d'harmoniser leur politique de transfert et d'avoir les mêmes critères lorsqu'ils acceptent de vendre ce type de technologie. On va également avoir un renforcement du rôle de l'AIEA et des pouvoirs qui lui sont confiés lors de ces inspections. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va également être mobilisé dans ce combat, dans cet objectif, alors avec plusieurs outils. D'une part, les sanctions qui sont adoptées avec encore aujourd'hui des sanctions, par exemple, à l'encontre de la Corée du Nord pour essayer de freiner le développement d'un programme nucléaire militaire. Également le vote d'une résolution comme la résolution 1540 qui oblige les États à prendre des mesures. C'est vraiment une forme de législation internationale. Ça oblige les États à prendre des mesures pour lutter contre le trafic d'armes de destruction massive vers des acteurs non étatiques. Une résolution qui était notamment liée à la crainte du terrorisme nucléaire ou du terrorisme chimique ou biologique d'ailleurs. Mais les États peuvent également décider d'agir de leur propre initiative pour lutter contre la prolifération. Je cite par exemple le cas d'Israël en 2007 qui décide de bombarder un réacteur à eau lourde en Syrie. Donc là, évidemment, on a un cas d'intervention directe particulièrement qui a vraiment pour but de mettre fin et de manière très évidente à un programme nucléaire. Ça peut être sous forme de coalition un petit peu plus développée. Par exemple, l'administration américaine, en 2003, va créer l'initiative de sécurité contre la prolifération pour faire en sorte qu'un grand nombre d'États, il y a plus d'une centaine d'États qui participent, arraisonnent des navires suspects quand on estime qu'ils transportent peut-être des matières pouvant servir à un programme d'armes de destruction massive. Évidemment, il y a toute une partie diplomatique également qui va être utilisée et on va en parler très prochainement avec le cas notamment de la Corée du Nord et de l'Iran, puisqu'il y a tout un jeu diplomatique pour essayer de convaincre des pays de renoncer à leurs ambitions dans ce domaine-là. Alors, quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ces initiatives et de ces instruments juridiques? C'est une période particulièrement propice pour s'interroger sur cette question, puisqu'on fête cette année les 50 ans de l'entrée en vigueur du traité de non-prolifération. D'un point de vue des chiffres, on s'aperçoit que les projections et les craintes du président Kennedy se sont révélées trop pessimistes. La plupart des États n'ont en fait pas souhaité développer l'arme nucléaire, même ceux qui en avaient les capacités techniques, pour une multitude de raisons, mais très généralement parce que cela n'a pas semblé être dans leurs intérêts stratégiques au moment donc, où ils ont rejoint le TNP en tant qu'État non doté. Je le disais, soit par exemple parce qu'ils ont préféré s'appuyer sur une alliance avec un État doté, ça a été le cas dans beaucoup de pays européens, soit parce qu'ils ont préféré éviter que leurs rivaux, eux aussi, s'engagent dans un programme nucléaire. On peut penser au cas du Brésil et de l'Argentine. Ici, on a en rose ou rouge clair, les pays qui ont eu à un moment une ambition de programme nucléaire militaire et qui ont renoncé. Donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre de pays. Évidemment, les cas emblématiques, c'est ceux de l'Afrique du Sud, qui avait développé un petit arsenal nucléaire pendant l'apartheid et qui, à la fin de la présidence de Klerk, a démantelé de manière absolument unilatérale son programme. Un autre cas intéressant, c'est celui du Kazakhstan, de l'Ukraine et de la Biélorussie, qui, au moment de la dissolution du RSS, avaient des armes nucléaires stockées sur leur territoire et qui ont décidé de les rapatrier en Russie et donc de rejoindre le TNP en tant qu'État non doté. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on pourrait dire la success story du TNP et de la non-prolifération dans son ensemble. Aujourd'hui, on est sur un nombre d'États nucléaires officiellement reconnus par le TNP et de fait qui est entre guillemets bloqué à 9, ce qui, encore une fois, au vu des prédictions et au vu de la dissémination des technologies nucléaires civiles, est plutôt quelque chose de satisfaisant. Pour autant, ce régime de non-prolifération, il continue d'être menacé.
en premier lieu, bien sûr, par les États ou l'État qui s'en est retiré, la Corée du Nord, mais aussi aujourd'hui, on a encore la menace potentielle de l'Iran qui continue de revendiquer le développement de capacités avancées. Les outils dont dispose la communauté internationale pour régler ces violations sont limités. Évidemment, tout le régime de l'AIEA ne peut fonctionner que si l'État coopère pour accepter les inspections. Et puis, les sanctions et tout ce qui va concerner les restrictions aux exportations de technologies ont également montré leurs limites, puisque quand un État est véritablement déterminé à proliférer, encore une fois, le cas de la Corée du Nord est vraiment exemplaire, il développe en interne des technologies qui lui font, et donc c'est très difficile, une fois que ces chaînes de production sont lancées, de vraiment agir pour l'en empêcher. Une autre menace ou contestation de ce régime de non-prolifération, c'est celle de l'équilibre des obligations qui pèsent sur les différents États. Et là, vraiment, on remarque, vous l'avez rappelé en introduction, que beaucoup d'États estiment aujourd'hui, en fait, ils l'ont toujours fait, mais avec peut-être plus de force aujourd'hui, que le TNP est déséquilibré dans sa mise en œuvre, notamment. Alors, sur l'aspect prolifération, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'obligations pèsent sur les États. L'aspect usage pacifique est relativement consensuel, mais sur le pilier désarmement, il y a beaucoup de discussions et de débats. Alors, dans les faits, depuis la signature du TNP, et évidemment avec la fin de la guerre froide et la dissolution de l'Union soviétique, beaucoup de choses ont été faites. Les arsenaux nucléaires mondiaux ont vraiment fondu depuis le pic des années 70. Mais dans les années récentes, on a vu, et vous l'avez rappelé, que les grands mécanismes de désarmement ont un petit peu marqué le pas. Les grands traités qui existaient, les traités START notamment, entre la Russie et les États-Unis, arrivent un petit peu à une période d'échéance. On ne sait pas s'ils vont être renouvelés. Dans tous les cas, les réductions qu'ils prévoient commençaient vraiment à se tasser. On assiste à la modernisation des arsenaux dans tous les pays dotés au sens du TNP, mais également dans les autres. Et un certain nombre d'États continuent d'augmenter le nombre d'armes nucléaires dont ils disposent dans leurs arsenaux. C'est le cas de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, de la Corée du Nord. Donc, beaucoup d'États sont de plus en plus critiques à l'égard de ce régime de non-prolifération. Et évidemment, les arguments qui reviennent très régulièrement, c'est le caractère asymétrique du TNP, caractère qui avait été accepté par tous les États qui l'ont signé. Évidemment, il y a deux statuts d'État, les États dotés, les États non dotés, ce qui est assez rare au niveau du multilatéralisme. Mais cette inégalité avait, dans la tête de beaucoup d'États, vocation à disparaître lorsque l'obligation de désarmement serait réalisée. Comme cette perspective est aujourd'hui assez éloignée, beaucoup jugent le régime de plus en plus illégitime et vraiment le reflet d'un ordre international qui serait dépassé, qui serait injuste, etc. D'autres pays s'inquiètent moins de l'injustice du système, mais plutôt de la dangerosité des armes nucléaires qui continuent de menacer la planète. Et on voit que les arsenaux restent, même s'ils ont été réduits, restent très importants. Et donc, pour certains de ces pays, par exemple en Europe, l'Autriche, l'Irlande, il faut une approche beaucoup plus radicale pour favoriser le désarmement. Et dans ce contexte, comme vous l'avez évoqué, donc une centaine d'États ont négocié en 2017 un traité d'interdiction des armes nucléaires. Alors évidemment, les États dotés comme la France ont refusé d'y adhérer puisqu'ils estiment que la dissuasion nucléaire fait encore partie des éléments qui concourent à leur sécurité. Mais néanmoins, c'est une nouvelle norme qui, dans une certaine mesure, peut concurrencer ce fameux TNP et cette norme de non-prolifération, puisque là, on a l'impression que l'objectif de désarmement est en quelque sorte supérieur à celui plus modeste, mais peut-être aussi plus réaliste, de limiter la prolifération à de nouveaux États. Donc, à l'échelle mondiale, l'objectif de non-prolifération est dans une situation paradoxale. D'une part, une vaste majorité de pays, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, continuent de penser que c'est clairement favorable à leur sécurité, à la stabilité stratégique de restreindre le nombre d'États qui peuvent accéder à un programme nucléaire militaire. Mais cette vision partagée cache un certain nombre de violations qui sont difficiles à résoudre. Et évidemment, l'absence de progrès en matière de désarmement peut, dans le court et long terme, menacer l'équilibre du régime et entraîner de plus en plus de contestations.
Merci Emmanuel. Je vais passer le micro à David Bertolotti. Vous allez nous parler un petit peu des deux grandes crises de prolifération récentes, la Corée du Nord et l'Iran. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous ce soir sur des sujets importants. En effet, pour la sécurité internationale, ces deux crises, mais d'autres aussi, et la question du nucléaire en général, font partie, et depuis plusieurs années maintenant, des dossiers les plus chauds que l'on peut traiter au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors ce soir, on parle nucléaire. Je voudrais simplement dire d'un mot au passage que la question de la prolifération ou de la non-prolifération concerne aussi d'autres armes de destruction massive ou leurs vecteurs. Et en particulier, très malheureusement, on a vu depuis quelques années ressurgir la menace des armes chimiques, avec la rupture du tabou chimique, notamment dans le cadre du conflit syrien. Mais donc, ce soir, nous parlons nucléaire. Je reprends très largement à mon compte tout ce qu'a dit Emmanuel Maître, et qui donc va m'épargner effectivement un certain nombre de rappels ou un crash course sur le régime international de non-prolifération nucléaire. Je souscris en particulier, et là vraiment en tant que diplomate, avec un point de vue un peu plus officiel, aux leçons qu'elle tire. C'est-à-dire, nous considérons que le TNP, aujourd'hui, à 50 ans, est un succès. Il est un succès parce qu'effectivement, il a permis un certain nombre de renonciations. Il a permis aussi le développement des usages pacifiques. C'est quand même ça, le pacte de base de ce traité, certes asymétrique, mais cette asymétrie est compensée par cette notion de coopération. Et puis, dans son cadre, malgré tout, même si ça n'est pas directement lié au traité, des réductions considérables d'arsenaux ont pu avoir lieu. Alors, tout ça ne s'est pas fait sans crise. Il y a eu des découvertes au fil des années d'installations et d'activités nucléaires clandestines en Irak, en Corée du Nord, en Iran, en Syrie. Il y a eu mise au jour également de réseaux clandestins. Vous avez peut-être entendu parler à une époque pas si lointaine du réseau d'Akukan. Mais ces crises ont été surmontées, à l'exception notable sans doute de celle de la Corée du Nord, et le plus souvent grâce à la diplomatie. Il y a eu certes parfois des interventions de vive force, mais le plus souvent, les crises de prolifération nucléaire ont été surmontées grâce à la diplomatie. Alors, donc je l'ai dit, je ne reviendrai pas sur peut-être le cadre, mais simplement pour redire, au-delà de ce qu'a exposé Emmanuel, on a effectivement aujourd'hui tout un encadrement, un régime de non-prolifération nucléaire qui s'est construit d'une manière progressive et pas forcément entièrement pensée d'un bloc, avec des approches différentes, des approches évidemment par les traités, c'est ceux que vous avez à l'écran, mais aussi plus récemment par les résolutions du Conseil de sécurité. Vous avez d'autres instruments qui sont plus des engagements politiques à composition limitée, c'est ce qui a été dit, le contrôle des technologies nucléaires et des missiles, les initiatives ad hoc qui visent à entraver les flux de prolifération. Vous avez donc l'intervention de l'ONU dans un certain nombre de cadres, ou des négociations ad hoc dont soit le démarrage, soit le résultat peut être, entre guillemets, béni par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez, et de plus en plus, des leviers économiques avec des outils de sanctions qui sont destinés à faire pression sur les États qui ne respectent pas le régime et qui ensuite, j'y reviendrai, peuvent fournir des éléments de négociation dans le cadre de la manœuvre diplomatique. Mais donc, j'ai souhaité ce soir vous parler un peu plus de deux cas types.
aux aboutissements assez différents, l'Iran et la Corée du Nord. Alors l'Iran, c'est d'abord l'histoire de 13 ans de crise, de 2002 à 2015, dans un premier temps, et aujourd'hui, hélas, une crise qui est en train de reprendre potentiellement. Donc 13 ans de crise, 20 mois de négociations aussi pour aboutir à ce qu'on appelle donc le JCPOA, le Joint Comprehensive Plan of Action, ou l'accord de Vienne de 2015, accord que j'ai eu la chance de contribuer à négocier comme l'un des diplomates français engagés aux côtés du directeur politique français. Alors, ça part un peu d'une affaire d'espion. Il faut se rattacher au thème de cette belle exposition. Mais ensuite, on rentre véritablement dans les mécanismes internationaux, et notamment ceux de l'AIEA. Et là, j'insiste, les inspecteurs de l'AIEA ne sont pas des espions, eux. Ils font un travail très, très cadré. Donc l'AIEA est amenée à déclarer l'Iran en manquement de ses obligations au titre de son accord de garantie, donc l'accord qui décline le TNP et qui garantit les usages pacifiques. Et à partir de là, s'enclenche une dynamique de négociation un peu en stop and go, avec des époques différentes. Ça commence avec les 3 Européens, donc c'est le format E3. Je rappelle qu'à l'époque, en 2003, on sort tout juste de la guerre en Irak. Les États-Unis ont perdu beaucoup de crédit, parce que finalement, ils ont fait, pour dire les choses de manière un peu courte, ils ont fait la mauvaise guerre. Ils sont allés chercher les armes de destruction massive là où elles n'étaient pas. Et donc, quand arrive un vrai sujet de non-prolifération nucléaire, ils ne sont plus en capacité diplomatique d'agir. Et en revanche, les Européens se disent « c'est notre moment, c'est à nous de faire quelque chose ». Ça aboutit à un premier accord, l'accord de Paris, qui très rapidement n'est plus respecté par l'Iran, notamment avec, à la faveur d'un changement de président en Iran. Puis la mécanique diplomatique est reprise dans un cadre plus large, celui du E3+3, que vous trouverez appelé aussi P5+1, mais nous, comme on est européens, on préfère dire E3+3, avec les États-Unis, la Russie et la Chine qui se joignent à la négociation et qui pratiquent ce qu'on a appelé la double approche, c'est-à-dire d'un côté, surtout pour les 3 Européens et les Américains qui manient cet outil, des sanctions économiques croissantes contre l'Iran, et de l'autre, la perspective de l'enclenchement d'une négociation autour du programme nucléaire iranien qui pourrait être accepté. Ce processus connaît un certain nombre de vicissitudes avant enfin de déboucher sur une vraie négociation de bonne foi à partir de l'élection du président Rouhani et de la désignation du ministre Zarif comme négociateur principal iranien. Alors tout ça ne va pas sans mal, hein, j'ai dit 20 mois. La durée de la crise précédente avait contribué à donner l'impression que cette crise était peut-être devenue insoluble. Le sujet était extrêmement complexe. Encadrer un programme nucléaire, ça n'est pas simple. Et le JCPOA auquel on a abouti, c'est un accord de plus de 150 pages. Et puis surtout, il y avait de part et d'autre des oppositions très, très fortes. Aux États-Unis, il a fallu tout le volontarisme du président Obama et de son administration pour engager cette négociation avec l'Iran, l'ennemi archétypal des États-Unis. Et la même chose était vraie côté iranien. C'était engager la négociation avec le grand Satan. Et au fond, ce JCPOA, il repose sur une prémisse assez simple qui a été théorisée à plusieurs reprises en public par Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Le nucléaire civil, oui. La bombe, non. Et donc à partir de cet axiome extrêmement simple, il fallait décliner des mesures pratiques pour que cela soit possible et vérifiable. Donc
nous avons bâti quelque chose qui était fait d'une alliance d'interdiction, pure et simple, de restriction et de vérification, de clauses de vérification. Alors, je les ai reprises là de manière assez simplifiée. Je ne rentrerai pas forcément dans le détail à ce stade, mais je serais heureux de répondre à des questions si vous en avez. Et tout cela, je dirais, ça c'est ce que l'on a obtenu de l'Iran, tout cela en échange de la levée des sanctions économiques qui commençaient à paralyser l'économie iranienne et de la promesse de la reprise d'un commerce normal avec l'Iran, d'une réintégration dans les échanges, et donc en fait une promesse de prospérité, on va dire. Tout cela nous permettant d'assurer ce qu'on a appelé un délai de breakout, donc un temps nécessaire pour que l'Iran, s'il décidait de changer de route et de se doter de l'arme, qu'il lui faille au moins 1 an pour ce faire, ce qui était vu comme un temps raisonnable pour que la communauté internationale réagisse à nouveau diplomatiquement, voire militairement. Et cela pendant au moins 10 ans. La mise en œuvre de ce plan a été tout à fait satisfaisante à partir de 2016, donc sa mise en œuvre, et jusqu'à, je dirais, l'été 2019, côté iranien. Mais malheureusement, entre-temps, il y a eu un événement perturbateur majeur côté américain avec l'élection du président Trump et l'arrivée d'une administration américaine qui voyait les choses tout à fait différemment. D'abord, qui critiquait violemment les faiblesses de l'accord, ou ses faiblesses supposées, et qui, plus fondamentalement, rejetait au fond un texte symbolique de l'héritage du président Obama, héritage rejeté en bloc sur tous les sujets, de politique intérieure comme de politique étrangère. Ces faiblesses, je tiens à le souligner, n'étaient pas niées par les Européens et par nous, Français en particulier. Nous savions qu'il y avait des clauses qui allaient expirer au bout de 10, 13, 15 ans et qui allaient donc reposer un problème à cette échéance. Nous savions que nous n'avions pas réglé la question du programme balistique, du programme de missiles iranien. Et nous savions bien entendu que c'était un accord seulement nucléaire, ça n'était pas un accord sur le comportement régional de l'Iran. Donc nous n'avions pas réglé la question de l'Irak, de la Syrie, du Liban, que sais-je encore. Mais aujourd'hui, du fait du désengagement américain de cet accord et de la réimposition de sanctions, nous nous retrouvons dans une situation extrêmement défavorable, avec, je dirais, deux mauvaises politiques qui se font face. Une politique de pression maximale américaine et une politique de résistance maximale iranienne qui a eu les effets que vous avez pu voir ces derniers mois sur le plan régional. Et donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de lutter contre une double crise, contre une nouvelle crise de prolifération nucléaire, parce que l'Iran est en train de dégrafer petit à petit de ses engagements nucléaires. Et donc la menace nucléaire est de nouveau là de manière latente. Et par ailleurs, cette montée aux extrêmes entre États-Unis et Iran est en train d'avoir, ce qui est nouveau, des conséquences régionales en termes d'attaques plus ou moins revendiquées et d'actions conventionnelles de vive force sur des installations civiles dans des pays de la région, sur la navigation maritime, etc. Et donc pour nous aujourd'hui, l'objectif c'est de préserver le JCPOA, ou ce qu'il en reste, parce que c'est le moyen que nous avons d'encadrer le programme nucléaire iranien. C'est de prévenir une nouvelle crise de prolifération nucléaire, de permettre aussi à l'AIEA de faire son travail. Un élément nouveau depuis la semaine dernière, c'est le fait que l'AIEA dit qu'il y a des problèmes d'accès à certains sites iraniens suspectés d'avoir abrité des matières nucléaires. Donc ça vient ajouter à nos inquiétudes. Et puis, de créer les conditions de reprise d'une négociation de plus long terme qui traite de ces problèmes laissés entiers par le JCPOA, c'est-à-dire l'avenir du programme nucléaire iranien, la question des missiles iraniens qui sont vus comme une menace régionale, et puis la question des autres crises régionales dans lesquelles l'Iran est parti.
Alors, il est encore plus difficile de vous parler encore plus brièvement de la crise nord-coréenne parce qu'elle dure depuis longtemps. Il va falloir le faire brièvement. Parce Mais que je vais le faire brièvement. Tout le monde ait le même temps. Je ne reviendrai pas sur la chronologie parce qu'elle est, elle est à l'écran. Mais simplement, ce que je vous dirais, alors, la crise nord-coréenne, c'est un peu c'est différent. D'abord parce qu'aujourd'hui, comme on en a mal géré le traitement diplomatique, on est face aujourd'hui à un État qui possède l'arme nucléaire. Donc évidemment, faire renoncer un État à une arme qu'il juge essentielle pour sa survie, c'est beaucoup plus compliqué que de négocier avec un État qui a peut-être des aspirations, mais qui n'a pas franchi ce seuil. Et c'est aussi compliqué parce que la Corée du Nord a fait de son arme nucléaire aussi une arme de chantage diplomatique pour obtenir en réalité d'autres objectifs, notamment dans sa relation bilatérale avec les États-Unis, sa reconnaissance et pour obtenir un certain nombre de garanties de sécurité. Les enjeux aujourd'hui, pour faire très bref, en 3 points, c'est d'abord de parvenir à contrôler le niveau de développement atteint par la Corée du Nord. Et encore une fois, vous le voyez peut-être à l'occasion d'annonces de presse sur des essais, notamment ces dernières semaines, de nombreux essais balistiques. Il y a un enjeu qui est de freiner les développements du programme nord-coréen. Il y a un deuxième enjeu qui est de maintenir la pression sur la Corée du Nord, parce que notamment en Europe, c'est une crise qui paraît un peu lointaine, pas forcément très importante pour nous, plus une affaire pour les Japonais, les Sud-Coréens. En réalité, c'est vraiment un enjeu de sécurité internationale, notamment à travers la prolifération nord-coréenne auprès d'États tiers. Et puis enfin, c'est de faire en sorte que demeurent des paramètres de négociation robustes, car ce que l'on a vu avec un peu d'inquiétude dans la dernière phase, dans ces sommets Trump-Kim, très spectaculaires, c'est l'appauvrissement du niveau d'exigence à l'égard de la Corée du Nord pour qu'elle se débarrasse de ses armes nucléaires de manière irréversible et vérifiable. Et cette irréversible et vérifiable est pour nous, Français, extrêmement important. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Bruno Feignier. Vous allez nous parler, vous, plutôt de la manière dont la France participe activement à la lutte contre la prolifération. Absolument. Donc, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je m'associe. C'est un plaisir d'être ici ce soir pour traiter de sujets qui ne sont pas très fréquemment traités dans des instances comme celle-ci. Et donc, je remercie également la Cité des Sciences nous avoir donné cette occasion-là et d'avoir cette très belle exposition. Ce que je vais essayer de faire là en quelques minutes, c'est de vous donner un éclairage sur les quelques challenges scientifiques qui sont associés au travail de lutte contre la prolifération nucléaire. Le CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, est dans une position particulière pour traiter de ces sujets-là, puisque sa contribution à la dissuasion française fait qu'il dispose de l'expertise scientifique, technique, technologique, pour évidemment apporter une contribution unique apporter ce regard technique sur d'éventuelles démarches de prolifération nucléaire. Et donc, c'est bien ce dont je vais essayer de vous parler en quelques minutes. Alors, tout d'abord, quand on parle de lutte contre la prolifération nucléaire, très fréquemment, on pense essai nucléaire. L'essai nucléaire est le signe très visible d'une démarche qui a abouti. Mais en fait, les travaux sont menés bien en amont de cet essai nucléaire. On le voit avec la crise iranienne, d'ailleurs, l'Iran n'ayant pas réalisé d'essai nucléaire. Et donc, le travail que nous devons mener, c'est d'abord un travail qui est d'évaluer pour les pays d'intérêt à connaître la capacité de ce pays à développer, à se lancer dans un programme nucléaire militaire. Et donc il va falloir étudier, évaluer son potentiel scientifique d'abord, les laboratoires, les chercheurs, leur travail, etc. Évaluer ses capacités techniques, ses capacités technologiques. On a parlé tout à l'heure, Emmanuel Maître vous a indiqué l'organisation au travers des groupes de fournisseurs nucléaires. Donc ça vise évidemment à être sûr qu'on mette des barrières pour qu'ils ne puissent pas aller acquérir des biens qui peuvent être des biens qui pourraient servir dans le cadre d'une démarche de prolifération. Et donc il faut évaluer ces différents biens et vérifier qu'effectivement ils n'ont pas de caractère proliférant. Et puis, il faut surtout évaluer sa capacité à produire la matière nucléaire. La matière, l'accès
à l'uranium hautement enrichi ou au plutonium qui est nécessaire pour faire des armes nucléaires est un verrou essentiel dans une démarche de prolifération. Et donc cet accès à la matière est un point absolument essentiel. Donc il s'agit à la fois de connaître le potentiel du pays pour avoir sur son propre territoire accès à de l'uranium et ensuite être capable d'évaluer comment ce pays peut transformer cet uranium pour l'amener jusqu'à des teneurs qui pourraient être utiles pour un programme proliférant. Typiquement, l'uranium à l'état naturel est composé de différents isotopes de l'uranium et celui qui est utile pour les programmes nucléaires militaires, c'est l'uranium 235. Cet isotope n'est présent qu'avec des teneurs de 0,7% à l'état naturel. Pour des besoins nucléaires militaires, il faut l'enrichir pour monter jusqu'à des teneurs de l'ordre supérieur à 90%. Donc on voit qu'un État, d'abord, doit extraire cet uranium et ensuite doit aller enrichir dans l'isotope 235 de façon à pouvoir se doter d'une quantité suffisante, ça a été évoqué tout à l'heure avec la problématique du délai de breakout dans le cadre iranien, pour pouvoir donc avoir cette quantité suffisante pour fabriquer des engins nucléaires. Et donc, ceci nécessite des cycles, et notamment des cycles industriels, qui peuvent être surveillés, qui peuvent être vérifiés, qui peuvent être évalués. Ce travail-là, nous le faisons évidemment au profit des autorités nationales, mais comme cela a été abondamment indiqué, ce travail se fait également dans un cadre international. Et en particulier pour ce qui est du CEA, nous avons un devoir d'aider, d'assister l'Agence internationale de l'énergie atomique dans son travail quotidien. Donc on le fait par plusieurs moyens, en mettant à disposition des experts. C'est une première façon d'aider l'AIEA à faire son travail de la façon la plus optimale qu'il soit, mais également en l'aidant à l'aide d'un programme de soutien. Et en particulier, on vous a indiqué tout à l'heure que l'AIEA envoyait des inspecteurs qui pouvaient aller sur place et qui pouvaient vérifier qu'effectivement les installations développées par un pays avaient bien la fonction telle qu'elle était déclarée par l'État concerné. Eh bien, ces inspecteurs, lorsqu'ils vont dans ces installations, ils vont faire des prélèvements, ils vont faire des échantillons, ils vont prendre des échantillons dans ces installations. Et ensuite, ces échantillons vont être analysés pour vérifier qu'effectivement, ces échantillons ne révèlent pas de présence de matière qui soit incompatible de la déclaration du pays concerné. Pour faire ces analyses, il faut des installations extrêmement spécifiques, il faut des laboratoires avec des capacités assez uniques et dans le monde, il n'y a qu'un petit groupe de laboratoires qui sont accrédités par l'agence pour faire ces études. Et donc la France, et le CEA en particulier, est un de ces laboratoires qui est accrédité par l'agence. Et donc on reçoit régulièrement des échantillons de la part de l'agence et on les analyse. Ces échantillons, qui sont des frottis, ce sont des lingettes qui sont passées sur les surfaces dans les installations, elles vont collecter des poussières. Ces poussières, ce sont en fait des millions de particules. Et on va aller analyser l'ensemble de ces particules et on va aller vérifier qu'il n'y a pas une, deux, quelques particules qui pourraient révéler une activité proliférante. Vous vous diriez, si l'État sait qu'il va être inspecté, évidemment, il va tenter de dissimuler son activité s'il se lance dans un programme proliférant. Certes, mais empêcher la contamination, assurer un confinement complet d'une installation est virtuellement impossible parce que ici nous parlons de particules dont la taille est absolument infinitésimale. On parle de particules dont la taille est inférieure au micromètre, au millième de millimètre. Et donc il est impossible de complètement confiner une installation. Et même si cette installation est nettoyée, même si des actions sont faites pour tenter de cacher cette signature, eh bien, à l'aide des moyens dont nous disposons, on est capable non seulement d'indiquer la présence de particules d'uranium, particules de plutonium, d'indiquer, dans le cas de l'uranium, de son éventuel enrichissement, de la teneur en isotope 235. Et maintenant, l'agence nous demande encore de faire d'autres types de mesures, notamment d'indiquer si l'uranium a été transformé par une activité humaine, la différence entre de l'uranium naturel et de l'uranium anthropique, et également de regarder si cet uranium peut être associé à d'autres éléments, à d'autres molécules qui peuvent donner une indication sur la nature du process qui a été utilisé par le pays en question. Donc ces méthodes-là sont des méthodes qui permettent vraiment de confronter l'État par rapport à sa déclaration. Et donc tout ce travail-là est fait. Bien évidemment, nous sommes très régulièrement testés par l'agence pour vérifier sur des échantillons connus, pour vérifier qu'effectivement nous fournissons les bonnes réponses. Et l'agence, lorsqu'elle fait une inspection,
n'envoie pas ses échantillons à un seul laboratoire, elle l'envoie à plusieurs laboratoires, de façon à derrière pouvoir en faire une analyse contradictoire. Mais donc nous apportons, nous faisons ce travail au profit de l'agence. Et donc ce sont évidemment des capacités assez particulières. Donc tout ce travail de suivi de la prolifération, bien sûr on le fait pour nos autorités, on le fait également pour aider nos diplomates dans le cadre du JCPOA, comme cela a été indiqué par David Bertolotti. Vous voyez que l'Iran avait initié un programme nucléaire et donc il a fallu mettre des limites sur les capacités que l'Iran pouvait conserver dans le cadre du JCPOA. Eh bien, pour définir les limites que l'on peut, accepter tout en garantissant un délai de breakout suffisant, eh bien évidemment, il faut connaître les outils dont disposent les Iraniens, il faut évaluer leur performance, il faut simuler le fonctionnement de ces installations pour pouvoir ensuite indiquer, typiquement, comme cela a été montré sur la planche, le nombre de centrifugeuses que l'Iran peut conserver dans l'installation de Natanz. Donc tous ces travaux-là sont des travaux scientifiques qui sont menés en soutien de façon à pouvoir garantir cette lutte contre la prolifération nucléaire. Et puis maintenant, je voudrais passer au deuxième aspect, qui est celui de la détection des essais nucléaires. Donc il y a le stade, j'allais dire, ultime d'une prolifération. À nouveau, ces travaux-là sont des travaux qui sont menés par le CEA depuis fort longtemps, depuis les années 50, où les premiers capteurs ont été déployés pour écouter les essais nucléaires, à l'époque américains et soviétiques. En fait, quand on détecte un essai nucléaire, on va détecter les effets liés à l'explosion nucléaire. Donc on va détecter les ondes qui sont générées par l'explosion. Pour des essais souterrains, ce sont essentiellement des ondes sismiques qui se propagent dans la croûte terrestre. Pour des essais aériens, on va avoir des ondes acoustiques et des radioéléments qui vont se propager dans l'atmosphère. Et pour des essais sous-marins, on peut avoir des ondes acoustiques qui se propagent dans les océans. Et donc il faut développer des capteurs qui permettent de surveiller la planète. Bien entendu, ces capteurs doivent fonctionner 24 heures sur 24, ils doivent être opérationnels en permanence, et c'est un vrai savoir-faire que de développer des capteurs qui vont être mis sur l'ensemble de la planète, dans des endroits parfois assez inhospitaliers, loin de l'activité humaine pour qu'ils ne soient pas perturbés par le bruit de l'activité humaine, et qui par contre doivent en continu transférer leurs données, transmettre leurs données, de façon à ce que l'on puisse, nous, analyser ces données et éventuellement informer nos autorités si un essai nucléaire était détecté. Comme ils fonctionnent en continu, ces systèmes, ces capteurs, ces réseaux de capteurs, ils vont enregistrer des quantités de données phénoménales. Et parmi les données, bien entendu, l'immense majorité sont des données purement naturelles. On va enregistrer des phénomènes météorologiques, des phénomènes sismiques, bien sûr, les séismes, des tremblements de terre. On va enregistrer des éruptions volcaniques, etc., etc. Et donc, tout le travail qui est mené par le CEA consiste dans cet amas de données et de données qui ont une origine naturelle, d'aller rechercher la signature qui va être une signature d'un événement anthropique qui serait celle d'un essai nucléaire. Et donc tout ce travail qu'on appelle la discrimination consiste à aller ensuite caractériser l'événement qui nous intéresse. Pour faire ce travail, eh bien, il faut disposer d'outils, de méthodes, de capacités de calcul, bien entendu, pour pouvoir localiser l'événement et pour pouvoir ensuite le distinguer et caractériser sa nature explosive en particulier. Et donc tout ce travail-là est un travail que nous menons au CEA. Une des difficultés, mais qui est une difficulté heureuse à laquelle nous sommes confrontés, est le fait que dans les années de 60 à 80, sur la Terre, il se produisait à peu près une cinquantaine d'essais nucléaires par année. Donc toutes les semaines, que ce soit les Américains ou les Soviétiques, faisaient un essai nucléaire et donc on avait une certaine routine de détection. À la fin des années 90, l'Union soviétique s'est arrêtée, les États-Unis se sont arrêtés, le Royaume-Uni s'est arrêté, la France a fait son dernier essai nucléaire en janvier 96, la Chine a fait son dernier essai nucléaire en juillet 96, et depuis, les Indiens et les Pakistanais ont fait une série d'essais en mai 98, et depuis mai 98, donc il y a plus de 20 ans, eh bien seule la Corée du Nord a procédé à 6 essais nucléaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous enregistrons des milliers d'événements naturels, et il se produit de temps en temps, mais c'est heureux, un essai nucléaire, et il faut être sûr de ne pas le rater, bien sûr, de le distinguer, de le caractériser et de fournir l'ensemble de ces informations à nos autorités le plus rapidement possible. Et donc ça, c'est pour nous un véritable challenge, et c'est le travail que nous sommes amenés à faire au quotidien. Pour terminer, donc vous voyez que ce travail est vraiment un travail de fond scientifique et qui est fait en lien direct avec nos autorités gouvernementales. Ce travail, il est fait par des scientifiques, par des chercheurs, par des ingénieurs
et il nécessite d'avoir ces compétences. Et pour moi, un des aspects extrêmement positifs de l'exposition que nous avons ici à la Cité des Sciences, c'est de montrer tous ces challenges scientifiques, technologiques, parce que évidemment, nous avons besoin de futurs jeunes ingénieurs. Je ne vois pas beaucoup de jeunes têtes dans cette assemblée, mais j'espère que beaucoup sont venus voir l'exposition. On a besoin de chercheurs, on a besoin de jeunes qui s'impliquent dans ces dynamiques scientifiques, dans ces problématiques scientifiques, pour apporter cette expertise que nous avons besoin de conserver pour les années à venir. Merci Bruno Feignet. J'ai quelques questions à vous poser aux uns et aux autres avant de passer le micro à la salle. Emmanuel Maître, on a souvent dit que la dissuasion, que l'arme nucléaire rendait les régimes et les puissances raisonnables. Ça a été relativement le cas, notamment pendant la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, même si ça a quand même failli dégénérer au moment de la crise des missiles. En quoi, en fait, qu'est-ce qui change vraiment aujourd'hui dans la dangerosité des nouveaux régimes qui ont l'arme nucléaire? En gros, est-ce que le Pakistan est plus dangereux que ne l'était l'Union soviétique avant? Est-ce que la Corée du Nord va rendre son président plus raisonnable, ou est-ce que c'est vraiment un régime qui nucléarisé va être très dangereux? Vous voyez le sens de ma question. Est-ce qu'il y a est-ce qu'en gros, et en plus, est-ce qu'il y a une différence parce que c'est vrai que il y avait des régimes très autoritaires mais très cadrés, ou des démocraties, et là on tombe dans des types de régimes différents. Qu'est-ce qui est dangereux? Merci pour cette question. Alors, je pense que déjà, si on se place dans un point de vue historique, il faut s'apercevoir que les craintes qu'on a aujourd'hui, par exemple, de dire voilà, Kim Jong-un n'est pas forcément rationnel, on avait les mêmes craintes pour Mao. Et quand la Chine a développé l'arme nucléaire, il y avait vraiment une panique en se disant mais la Chine communiste. Et si on revient déjà au moment où l'URSS se dote de l'arme nucléaire, on se pose déjà en effet ces questions. Alors ça ne veut pas dire que c'est rassurant du tout que Kim ou d'autres aient l'arme nucléaire. Je prends l'exemple du Pakistan. Il n'y a pas forcément de différence de nature entre le Pakistan ou d'autres sur le fait qu'ils aient l'arme nucléaire. Il y a des différences plutôt de circonstances, peut-être dans ce cadre précis. En l'espèce, l'Inde et le Pakistan sont des pays qui ont un conflit évidemment territorial depuis plusieurs décennies. La géographie fait que ce sont des États voisins, donc forcément ça réduit les distances, ça réduit le temps d'analyse en cas d'incident. On voit à quel point ces deux pays ont eu des incidents de frontières qui ont pu dégénérer ou qui auraient pu dégénérer vers des guerres de plus forte intensité. Et puis, dans le cas du Pakistan en particulier, il y a des craintes sur la sécurité de l'arsenal, très précisément, puisque le régime a quand même été menacé, ne contrôlant pas toujours l'ensemble de son territoire, avec des menaces d'infiltration terroriste sur les services de renseignement, etc. Donc il y a des menaces assez circonstancielles. Je dirais que sur le cas de la Corée du Nord, c'est à peu près pareil, on a un dirigeant, on peut avoir des conflits territoriaux, mais en tout cas, il n'y a pas forcément de différence de nature. Après, c'est plus le contexte général et le nombre aussi, la multiplication des acteurs qui font qu'on est plutôt dans des triangles que dans une relation duale où on se comprenait peut-être plus facilement. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Ça va me permettre de vous poser aussi une deuxième question, mais vous allez répondre quand même, ça va être le même sujet. Mais justement, la multiplication des acteurs, on parle souvent du danger de cascade nucléaire. C'est-à-dire, si l'Iran, un jour, a la bombe nucléaire, l'Iran chiite, donc les pays sunnites suivront. Donc ça fait une multiplication d'acteurs dans la région. Et franchement, aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé ces 15 dernières années ou 20 dernières années, vous avez parlé des cas positifs, l'Afrique du Sud qui a rendu ses armes nucléaires de manière pacifique, mais enfin, la Libye a renoncé à ses armes nucléaires, l'Irak a renoncé à ses armes nucléaires, l'Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires, et les trois pays ont été soit occupés, annexés, ou leurs régimes sont tombés. Donc quand on est dans la région, on peut se dire il n'y a que l'arme nucléaire qui nous protège, donc il y a un vrai risque de prolifération. Allez-y. Alors, pour d'abord ajouter juste un petit point à ce que disait Emmanuel, qui est très juste, j'ajouterais que, et simplement c'est parfois oublié,
une dissuasion, en fait, c'est une relation, et une relation qui se construit. Nous, Français, parce que nous sommes un État doté depuis maintenant longtemps, parce que c'est un sujet assez accepté par la population française et relativement connu, assez invariant aussi. Les présidents de la République se succèdent, font des discours sur la dissuasion et répètent les fondamentaux. On a l'impression, au fond, que la dissuasion, c'est simple et clair, et si j'ose dire, ça marche à tous les coups. Mais simplement, il faut se replacer dans une perspective historique. En fait, chaque État doté a, au fond, construit sa doctrine. D'ailleurs, tous les États dotés n'ont pas la même doctrine nucléaire, qui dépend de leur histoire, de leur géographie, des buts qu'ils se fixent, de leurs intérêts de sécurité. Et d'ailleurs, dans le cadre du processus du TNP, l'un des aspects importants du dialogue entre les États dotés au titre du TT, des P5, c'est de discuter de nos doctrines et de gagner en transparence et en prévisibilité. Au fond, ce qui fait aussi que la possession de l'arme peut être plus ou moins dangereuse, c'est de ne pas comprendre la manœuvre dissuasive d'un pays, ne pas comprendre où se situe le seuil, ne pas comprendre où sont les intérêts de ce pays, ne pas connaître clairement sa doctrine, parce que parfois elle n'est pas formulée. Donc voilà, il y a cet aspect-là aussi, il y a ce qu'a dit Emmanuel, mais il y a aussi cet aspect de construction. Et effectivement, c'est rendu plus complexe quand on n'est pas nécessairement dans une relation strictement bilatérale, mais qu'il y a des triangles ou plus qui se créent. Alors sur l'effet domino, il est certain que c'est une potentialité tout à fait sérieuse, et c'est l'une des raisons pour lesquelles sur le dossier iranien, par exemple, les diplomaties ont été si mobilisées, parce qu'effectivement, au-delà de la violation de la norme du TNP, qui en soi est un problème, on viole une règle internationale, on ne peut pas laisser passer ça. Au-delà de ce facteur, il y avait effectivement la crainte que ne s'amorce une course aux armements nucléaires, parce que d'autres États de la région auraient pu vouloir soit réactiver des programmes, soit se doter de certains programmes. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'être vigilant dans le développement des programmes nucléaires civils. Il se trouve que, notamment au Moyen-Orient, le Moyen-Orient est une région qui, pour tout un tas de raisons, parce qu'elle veut se diversifier, sortir du pétrole, parce qu'elle a des besoins de production électrique croissante, parce qu'elle aspire aussi à certains éléments de statut, veut développer le nucléaire civil. Il n'y a pas de raison, bien entendu, d'interdire a priori à ces pays de se doter d'installations nucléaires civiles. En revanche, il est extrêmement important d'avoir en place les garde-fous, les garanties qui permettent d'éviter que ces programmes civils ne soient détournés à des fins militaires. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de points d'attention que l'on surveille avec aussi le CEA. Ce sont évidemment toutes les installations dans le cycle du combustible qui permettent de produire de la matière. Donc les réacteurs, notamment de recherche, qui peuvent, selon leur type, produire du plutonium, l'une des deux matières qui permet de fabriquer des armes, ou évidemment l'aspiration de certains pays à maîtriser l'enrichissement de l'uranium. Ça, ce sont effectivement des choses que l'on regarde de près, parce que notamment dans le cadre de l'enrichissement, on a aujourd'hui un marché international de l'uranium pour les réacteurs civils qui est très largement approvisionné. Il n'y a donc pas a priori de raison pour de nouveaux pays de se doter de ce type d'installation. Vous voulez ajouter quelque chose, Bruno Feignet, sur ce sujet ? Non, c'est juste pour compléter. Effectivement, il faut, dans une démarche de prolifération, il faut toujours regarder l'ensemble du cycle. C'est absolument fondamental d'avoir une bonne connaissance de comment le pays, quelle est sa logique dans l'approvisionnement de matière, dans l'enrichissement, est-ce qu'il va simplement aller acheter sur le marché, ce qui est la démarche aujourd'hui économiquement totalement rationnelle, et on va en fait aller regarder où sont les incohérences par rapport aux besoins du pays. Et c'est bien dans cet ensemble-là qu'on va pouvoir détecter des comportements qui peuvent être des comportements qui,
appelle à une vigilance particulière. Et donc c'est vraiment ce domaine-là qui doit être surveillé. Alors, en 1983, François Mitterrand avait dit les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. On peut encore se servir de cette phrase, non pas avec l'est et l'ouest, mais on peut encore dire aujourd'hui que les pacifistes, si on met de côté la France, que les pacifistes sont à l'ouest et que les missiles sont en dehors du monde occidental. C'est-à-dire, si je caricature un peu, la France a fait d'énormes efforts de désarmement nucléaire. Toute la partie, toute l'Europe, en fait, rêve d'un monde sans armes nucléaires, hein, donc le cœur est l'Allemagne. Et ailleurs, on voit des pays qui, au contraire, rêvent de se doter de l'arme nucléaire. Ce que je voudrais interroger chez vous trois, c'est la signification de ce déséquilibre et de quel type est-il porteur de danger pour l'Europe? Vous pressez pas pour répondre. Hein. Non, mais je veux bien commencer. Je crois qu'effectivement, ça révèle en partie une certaine conception européenne de la sécurité, peut-être une forme, j'irais jusqu'à dire, de naïveté européenne, de renonciation qui a été trop loin, de renonciation à la puissance. C'est ce que disait d'ailleurs encore tout récemment hein, le président de la République dans son discours à l'école de guerre le 7 février, où il dressait un peu sa vision stratégique du monde et il interrogeait le fait que les Européens soient allés aussi loin dans le désarmement réel mais aussi intellectuel. C'est-à-dire qu'on a pu croire, mais à tort, à une époque, au tournant des années 2000, qu'on avait au fond basculé dans un autre monde entièrement régulé par le droit et où le recours à la force n'était plus qu'exceptionnel et autorisé par les Nations Unies dans des cas d'intervention d'humanité. Bon. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'un certain nombre d'États ont d'abord triché à la période même où s'élaborait un grand nombre de normes de désarmement. On a eu dans les années 90 ce qu'on appelle, nous, un peu experts, la décennie dorée du désarmement. On a prorogé indéfiniment le TNP en 95. On a négocié le TIS, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. On a fait la convention d'interdiction des armes chimiques. Mais pendant ce temps-là, eh bien, au même moment, vous aviez les débuts du programme nucléaire iranien clandestin, vous aviez le programme libyen, vous aviez tous les gens qui s'approvisionnaient au réseau Akukan, vous avez eu les essais indiens et pakistanais de 98. Donc, clairement, on était un peu passé déjà à côté de quelque chose. On avait péché par naïveté en pensant qu'en construisant simplement une architecture par le droit, on allait régler des problèmes qui, au fond, révèlent des situations géopolitiques, des conflits régionaux qui poussent les pays à se doter d'armes de destruction massive. Et je crois qu'aujourd'hui, l'une des choses que nous cherchons à pousser, en tout cas nous diplomates, auprès notamment de nos partenaires européens, c'est justement ce réarmement, au moins moral, je ne dis pas forcément matériel, même s'il y a de vrais besoins de développer des capacités militaires aujourd'hui en Europe, notamment des capacités souveraines, mais au moins ce réarmement intellectuel pour comprendre effectivement ce que sont aujourd'hui les logiques de puissance, l'usage que certains pays font de la force et de certains armements. Il faut cesser effectivement d'être naïf à ce sujet. Bruno Feignet. Ouais, juste un mot pour souligner la cohérence du dispositif français en matière de désarmement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du traité de non-prolifération, bien entendu. David Bertolotti vient d'évoquer le TIS, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. C'est un traité, donc la France, je l'ai dit tout à l'heure, a fait ses derniers essais début 96. La France a immédiatement signé ce traité, l'a ratifié en 1998 et la France a démantelé son site d'expérimentation nucléaire. Donc aujourd'hui, la France, de façon irréversible, ne fera plus jamais d'essais nucléaires. De la même façon, l'étape suivante dans le désarmement, c'est l'arrêt de production de matières fissiles. Et la France a choisi de démanteler ses usines de production de matières fissiles. Donc on a fait ces choix de désarmement
de façon non seulement unilatérale, mais on est allé au bout de cette logique. Et en fait, j'ai accompagné encore les ambassadeurs de la conférence du désarmement en début février pour aller leur montrer sur le terrain ce que sont devenues nos anciennes usines de production de matières fissiles, pour montrer qu'effectivement, eh bien aujourd'hui, la France a complètement annihilé cette capacité de production. Donc on a fait toutes ces démarches, mais effectivement, on ne peut pas le faire, on ne peut pas continuer d'avancer tout seul sans que d'autres viennent avec nous. Donc il y a une valeur d'exemple, c'est très bien, il y a une cohérence de discours, mais il faut aussi regarder l'environnement stratégique et le reste du monde. Oui, peut-être juste pour apporter une petite nuance, c'est vrai que je pense que vous faisiez référence aussi aux stratégies des ONG antinucléaires qui travaillent beaucoup en Europe et où on voit une certaine mobilisation et un certain écho dans certains pays. Après, on reste quand même sur des mobilisations qui sont relativement faibles, notamment par exemple aux années 70, où on avait beaucoup plus d'appels au désarmement. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont un petit peu moins fortes. Et surtout, je voulais insister sur le fait que ça concerne aussi beaucoup d'États non dotés hors d'Europe, sur des continents, par exemple l'Amérique latine, Afrique, où là, vraiment, la norme de non-prolifération et de désarmement est devenue extrêmement forte. Et donc, dans ces pays-là, en tout cas dans ces régions, qui d'ailleurs pour beaucoup se sont organisées autour de zones exemptes d'armes nucléaires, donc ont vraiment rejeté de manière très globale le fait de s'appuyer sur la dissuasion, l'idée justement d'une sécurité qui s'appuie sur la dissuasion, sur ces rapports de force, est devenue un petit peu dépassée. Et donc, faudrait pas totalement opposer l'Europe par rapport au reste du monde qui chercherait à se doter. Il y a quand même une norme extrêmement forte de non-prolifération aujourd'hui et qui résiste finalement très bien au niveau global. Y compris d'ailleurs aux États-Unis avec Barack Obama qui, dès qu'il est arrivé à la Maison-Blanche... Voilà, qui avait justement écouté un petit peu ce message-là et qui avait cherché à y répondre. Alors, un problème de sa politique ou un effet malheureux, c'est qu'évidemment ça a aussi créé beaucoup d'attentes chez ces pays, attentes qui ont été frustrées par le fait que la situation internationale a changé entre le discours de Prague en 2010 et puis 2014, 2016, les choses ont énormément changé et cette frustration s'est exprimée un petit peu justement dans le traité d'interdiction des armes nucléaires dont on parlait tout à l'heure, un traité qui aujourd'hui concerne davantage ces continents, Afrique, Amérique latine, Asie du Sud-Est également, que les continents qui sont concernés par la dissuasion. Puisqu'on parle de traité, il va y avoir le mois prochain la conférence d'examen du TNP, le traité de non-prolifération. Quels sont ces enjeux en fait? Quel est l'enjeu de cette conférence et en quoi dit-on que le TNP est fragilisé aujourd'hui? Alors, donc le traité de non-prolifération, tous les 5 ans, les États membres se rejoignent dans une grande conférence à New York qui dure 3 semaines et où chaque État peut dresser le bilan des 5 années sur l'application du traité et puis éventuellement essayer de se mettre d'accord sur un document final qui présente justement le bilan de l'application du traité, voire sur des mesures sur le futur du régime. Alors, ce sont des réunions qui sont assez compliquées, qui ont toujours en fait été assez compliquées. Beaucoup n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un document final, parce que justement certains États veulent insister sur le caractère non-prolifération, mais beaucoup d'autres, notamment le mouvement des non-alignés, a toujours mis en valeur l'aspect désarmement et a rarement été satisfait par les progrès enregistrés en termes de désarmement. La dernière conférence d'examen qui a permis de se mettre d'accord sur un plan d'action et sur une vision partagée, c'était en 2010, justement à cette époque du président Obama et d'une forme d'espoir suscité en la matière. Mais depuis, les réunions ont été assez pénibles et douloureuses parce que forcément le climat n'est pas au désarmement et ça, je crois que c'est difficile malgré... Encore une fois, des progrès tangibles, on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas de grande perspective de traité ni multilatéral ni bilatéral. Donc l'enjeu, je pense que c'est de faire en sorte que malgré ces pressions un peu sur le traité d'interdiction, le fait que le JCPOA n'ait plus beaucoup de vitalité en lui, la grande majorité de ces États continuent de juger que le TNP vaut la peine d'être préservé et répètent leur engagement en le soutenant, que ces États d'ailleurs aient signé ou pas le traité d'interdiction.
Aujourd'hui, la plupart des États continuent de vraiment estimer que le calcul qu'ils ont pu faire depuis 68, à savoir à tout le moins, si on ne peut pas désarmer la planète, faisons à tout le moins en sorte que le minimum d'États ait ses capacités. La plupart des États, et la même très grande majorité, sont encore convaincus par ce raisonnement. Je pense qu'un des objectifs de la conférence d'examen, c'est de, sinon, ne pas avoir de désaccord. Il y aura forcément des désaccords, mais faire en sorte qu'au moins on sorte en ayant réaffirmé ce principe. Vous avez quelque chose à ajouter sur le TNP, tous les deux ou... Je suis très largement d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel. Bon, on a un objectif qui est de réaffirmer la pertinence du traité. C'est son 50e anniversaire, donc c'est important. Et c'est de montrer qu'il sera aussi pertinent pour les 50 ans à venir qu'il l'a été pour les 50 ans passés. Et c'est là sans doute qu'est toute la difficulté, parce que cette année, on voit bien s'accumuler les menaces sur le régime de désarmement et de non-prolifération. La communauté des États non dotés regarde avec une certaine inquiétude la montée des oppositions entre États-Unis et Russie d'une part, États-Unis et Chine d'autre part, avec des accusations qui sont échangées sur la violation des normes de désarmement, la dénonciation de certains traités. Vous avez fait référence au traité FNI qui est mort depuis août l'année dernière. Il n'y a pas d'assurance aujourd'hui que le traité New START, donc qui est le dernier grand traité bilatéral russo-américain de réduction des armements, restera en vigueur après 2021. Donc il n'y a pas de perspective sûre. Et donc cela inquiète les pays non dotés. Il y a par ailleurs une revendication forte des États-Unis d'ouvrir un dialogue sur la limitation, voire la réduction des armements avec la Chine. Mais la Chine a à plusieurs reprises déjà très officiellement dit qu'elle rejetait ce dialogue bilatéral avec les États-Unis. Par ailleurs, on est dans le contexte qui a été exposé sur le JCPOA avec l'Iran. On a une crise grave avec la Corée du Nord. Donc c'est vrai que l'environnement de sécurité nucléaire ne donne pas l'impression d'être au mieux. Et donc l'enjeu, ce sera de dire que d'abord, des crises, on en a vu d'autres, si j'ose dire, dans la vie du TNP, qu'effectivement, déboucher sur un consensus à l'issue de cette conférence, ça n'est pas nécessairement l'alpha et l'oméga du travail diplomatique, que déjà se parler, c'est une chose en soi. Il y a eu d'autres périodes où les tensions étaient fortes entre les grands États dotés et on a su les surmonter. Mais voilà, montrer que le cadre diplomatique et juridique du traité reste pertinent, ce sera vraiment l'enjeu cette année.